D'abord, évoquons le cas chinois avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est votre sujet d'expertise, en tout cas c'est cette expertise que vous partagez régulièrement avec nous Laetitia, l'expertise que vous avez sur l'économie chinoise et la politique chinoise. Forcément, il faut commencer par cela Laetitia. L'heure n'est pas à la publication de statistiques économiques aujourd'hui en Chine. Effectivement, nous avons été surpris dès vendredi par le fait, l'annonce comme quoi les chiffres du commerce extérieur ne seraient pas publiés. Ça aurait dû nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Et hier matin, effectivement, ce retard dans les publications. Étonnant puisque ils ne découvraient pas la date du congrès. Donc il y a quelque chose d'un peu toujours surprenant et on sent bien que la Chine veut montrer que, surtout plutôt, je crois, le parti communiste chinois est fort, a un pouvoir assuré et maîtrise les choses et donc peut de son fait repousser une publication économique un peu plus tard pour ne pas nuire au message. Le message, c'est qu'il est à la manœuvre et que l'économie chinoise continue de réaliser la modernisation socialiste telle que c'est inscrit dans les objectifs pour l'année 2035 et de transformer ce pays chinois de la Chine dans un grand pays socialiste moderne comme il s'y est engagé pour le milieu du siècle prochain. Donc voilà, le message est là. Et il n'y a pas de place pour du bruit. Et donc, oui, c'est ça. Qu'en conclure, peut-être que ces chiffres n'étaient pas à la hauteur des espérances. Oui, mais il faudra bien les publier quand même, Laetitia. Qu'ils ne soient pas à la hauteur, c'est une chose, mais il faudra bien qu'ils soient publiés quand même un jour. Tout à fait. Il faudra bien les publier, mais ce sera après le Congrès, après la nomination du nouveau Politburo, des membres du comité permanent, qui est l'organe vraiment central et exécutif de l'État chinois. Ce sera après les présentations des rapports sur les avancées du pays sur les 10 dernières années. Et donc, je crois qu'il y avait vraiment un problème de message à transmettre à l'intérieur du pays et à l'extérieur, et il n'y avait pas de place pour le moindre bruit. Je dirais la moindre nouvelle un peu moins favorable. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a dans les extraits que nous avons eus du discours du président chinois lors de cette inauguration du Congrès, il n'y a pas mention du ralentissement économique. Non. D'ailleurs, il n'y a pas mention de la guerre en Ukraine, il n'y a pas mention... plein de choses ont disparu du monde, mais et donc c'est vraiment parce qu'il ne faut montrer que les résultats positifs. La politique prime sur l'économique, puisque l'appareil statistique chinois nous prive quand même de la publication de ce PIB. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que ça nous intéresse quand même. Alors évidemment, avec toutes les précautions qu'on prend d'habitude quand on essaye de calculer sur un coin de table, j'ai envie de dire, l'activité économique en temps réel en Chine. Mais qu'est-ce qu'on peut dire au regard des derniers indicateurs qui nous sont parvenus, Laetitia? Oui, vous avez raison, Grégoire, c'est toujours très compliqué de faire un peu de prévision sur les chiffres chinois, puisqu'on n'en a que très peu, et publiés sous des formes qui ne nous permettent pas de faire une analyse détaillée. Maintenant, on dispose des enquêtes de conjoncture. Ça, c'est un fait, et les PMI publiés, notamment en fin de semaine dernière, précédente plutôt, étaient pas terribles, autour de 50, voire en dessous de 50 pour l'activité dans les services, ce qui veut dire que la politique du zéro Covid, qui soit dit en passant, va être maintenue, si j'en crois les discours. Bien sûr. Elle est maintenue et saluée. Oui. Et saluée. Et c'est comme une réelle avancée et un succès du parti. Il faut le rappeler. Donc cette politique, elle a un impact majeur sur l'activité dans les services. Donc si j'en tire toutes les conclusions, la consommation ne va pas être vigoureuse au mois de septembre. Il y a eu beaucoup de mesures de restriction d'activité, notamment pendant la semaine de vacances. Donc bon, voilà, les chiffres ne devraient pas être exceptionnels. Et puis on a eu les problématiques liées à la sécheresse, aux ruptures d'approvisionnement en termes d'électricité. Donc
Donc tout ceci va peser aussi encore sur l'activité dans le manufacturier pour certaines branches. Donc je crois que les chiffres ne devraient pas être très très bons. Il y aura un petit rebond en variation trimestrielle parce qu'on part d'un point très bas, puisque je vous rappelle, au deuxième trimestre, on avait eu moins 2,6% de PIB sur l'unique deuxième trimestre au regard de ce qui s'était passé au premier, donc en variation trimestrielle brute. Donc vraisemblablement, on va avoir un chiffre un peu plus élevé et positif, mais je crains qu'il ne soit pas de nature à emmener en tout cas l'économie chinoise vers les 5,5% qui était l'objectif initial des autorités. D'ailleurs, on n'en entend plus parler de cet objectif. C'est assez... Ça aussi, souvent en Chine, il faut regarder ce dont on ne parle plus, parce que c'est en effet miroir assez intéressant. Et il me semble, d'après moi, mes calculs, je dirais, de coin de table, si on avait une croissance trimestrielle de l'ordre de 3% sur les 2 prochains trimestres, on atteindrait à peine une croissance annuelle de 3,5%. Ah oui. Donc le ralentissement est quand même très, très, très important. Si l'année 2022 est plus l'objectif de Xi Jinping, mais cette vision longue que le Parti communiste chinois peut avoir, est-ce que la Chine peut toujours avoir l'ambition de doubler la taille de son économie d'ici 2035, comme elle a pu le faire entre 2010 et 2020, de devenir la première économie mondiale, peut-être dans les prochaines années ou les prochaines décennies? Ça reste un objectif possible pour la Chine, selon vous, Laetitia? Bien, je pense que tout dépendra de la capacité du pays à sortir rapidement de ce trou d'air qui est de plus en plus important, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que les forces, je dirais, de long terme jouent à l'encontre de la dynamique de croissance, puisqu'on a quand même un vieillissement très prématuré et très rapide de cette population chinoise, qui va donc amputer le potentiel de croissance sur le moyen terme. Et à court terme, ce qui me semble compliqué, c'est de sortir de cette crise de l'immobilier. On le sait par expérience dans le monde occidental, une crise immobilière, c'est toujours très complexe. Or, l'économie chinoise dépend très fortement de ce secteur au sens large de la construction et de l'immobilier plus généralement. Et donc, on voit bien que plus la situation reste compliquée dans ce domaine, plus la dynamique de croissance va être faible. Dans un environnement mondial où on le voit bien, la demande adressée à la Chine est en train de faiblir très nettement, la guerre commerciale avec les États-Unis qui s'est transformée petit à petit en guerre technologique va également peser et contraindre la Chine dans beaucoup de domaines. Et donc, il nous semble que la dynamique, si vous voulez, de croissance sur le moyen terme est quelque peu remise en question. On a plutôt le sentiment d'une Chine qui va devoir apprendre à fonctionner avec un rythme de croissance bien plus faible qu'elle connaissait précédemment, avec tous les sujets qui se poseront, notamment l'intégration des jeunes diplômés, et le fait qu'il n'y a toujours pas de système social à la hauteur, notamment pour prévoir et assumer le vieillissement de la population. Ce régime de croissance chinois que vous décrivez, Laetitia, qui sera peut-être structurel, qui va durer en tout cas pendant plusieurs années, qu'est-ce que ça change pour la croissance mondiale ? Ça va changer en termes de dynamique, si vous voulez, puisque la croissance chinoise, c'est aujourd'hui à peu près un peu plus de 18% du PIB mondial, mais ça a assuré la croissance annuelle entre la moitié et 2 tiers par an. Aujourd'hui, on ne va plus pouvoir compter sur cette forte dynamique, me semble-t-il, et donc il va y avoir un rééquilibrage. Le plus certain, les pays les plus impactés à court terme seront vraisemblablement les émergents, qui dépendaient énormément de la demande chinoise. Donc on va observer dans les prochains trimestres vraisemblablement un rééquilibrage de cette croissance mondiale au profit d'autres zones, mais tout ceci prend du temps, d'autant plus que nous avons tellement d'autres challenges mondiaux comme la transition climatique, qui est le premier d'entre eux. Une dernière question, Laetitia, sur la question du change, du renminbi.
quelle est la stratégie chinoise qui pilote, évidemment, on le sait au quotidien, sa devise, hein, c'est une devise sous contrôle, bien sûr, elle peut l'être plus ou moins, d'ailleurs. Dans cette conjoncture difficile, est-ce que la Chine a envie de laisser filer un peu sa monnaie, ou est-ce que dans une perspective de moyen-long terme, la Chine veut toujours afficher une devise forte face au reste du monde ? Alors, il y a plusieurs, en fait, effectivement, plusieurs niveaux d'analyse. Je crois qu'à court terme, et fondamentalement, il est logique que les pressions soient baissières sur le yuan, puisque vous avez une politique, un écart de conjoncture, de dynamique de conjoncture, notamment avec les États-Unis. Si on s'arrête uniquement sur la parité yuan-dollar, vous avez un écart de taux d'intérêt qui est considérable, avec une politique monétaire américaine qui est au resserrement, alors qu'on assouplit en Chine. Donc on voit bien, il est logique que les pressions soient baissières sur le yuan. Maintenant, et je pense que pendant les premiers mois, en tout cas, dans la gestion de la crise sanitaire, c'était plus ou moins souhaité et encouragé par les autorités. Ça leur permettait de vendre leurs produits et d'inonder leurs produits à l'extérieur. Aujourd'hui, la situation est un peu différente. Comme on le disait en introduction, c'est le politique qui domine. Ouais. Et un État fort se doit d'avoir une monnaie forte. Et on a bien vu des changements à la tête de la PBOC, notamment de personnes en charge de la politique monétaire et de change à l'été. Et l'idée poursuivie par la Banque centrale chinoise, la PBOC, de fixer à chaque jour son taux de change quotidien un peu plus haut que n'auraient justifié les conditions de marché. Donc vous voyez bien qu'ils essayaient de maintenir... de retenir la baisse de la devise, oui, c'est ça. Voilà, de ralentir cette baisse de la devise. Et puis là, dernièrement, encore hier, on a appris que les banques étaient invitées à vendre leurs dollars pour soutenir la devise. Donc on voit bien qu'il y a aussi... dans ces mesures-là, la volonté d'afficher un contrôle et la maîtrise notamment de la devise. Merci beaucoup Laetitia. Merci pour votre éclairage sur le cas chinois. Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management, avec nous par téléphone.